Bonsoir à tous, bienvenue à ce conseil municipal du 12 novembre 2014. Désolé du petit report que nous avons dû avoir sur ce conseil qui était auparavant prévu le 4 novembre dernier et pour cause d'indisponibilité du maire non prévu, on a dû le décaler au 12. Merci aux conseillers municipaux qui, je suis sûr, l'ont parfaitement compris. Je propose de passer d'abord à l'appel, évidemment. Donc il faut d'abord désigner le secrétaire de séance. Oui, monsieur William, je propose de désigner comme d'habitude secrétaire de séance, et a priori pour les 5 ans et demi à venir. Quelqu'un s'oppose-t-il à ça? Personne? Bon, monsieur William, veuillez procéder à l'appel, s'il vous plaît. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom. Monsieur Dumont Pierre-Henri. Présent. Madame Jean-Pi Isabelle. Présente. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame Desaigne Véronique. Présente. Monsieur Coupé Olivier. Présent. Madame Mercier Sabrina. Présente. Monsieur Bius Régis. Présent. Madame Wesh Annette, excusez de ne pouvoir à Madame Véronique Desaigne. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Madame Noël Corinne. Présente. Monsieur Pile Robert. Présent. Madame Manier René. Présent. Monsieur Legros Marc. Présent. Madame Loucher Laurence. Présente. Monsieur Lamblin Richard, excusez de ne pouvoir à Monsieur Dumont Pierre-Henri. Madame Fleur Caroline. Présente. Monsieur Courtois Thierry. Présent. Madame Gessler Maryse. Présente. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Madame Gattel René. Présente. Monsieur William Quentin, présent. Monsieur Perron Serge. Présent. Madame Fournier Annick. Présente. Monsieur Dédré Régis. Madame Delcroix Nathalie. Présente. Monsieur Émile Bernard, excusez de ne pouvoir à Monsieur Serge Perron. Monsieur Bouchel William. Présent. Madame Branly Sandrine. Madame Branly Sandrine. Présent. Madame Branly, vous ne répondez pas à l'appel de votre nom. Non, monsieur le maire, parce qu'effectivement, j'ai un petit souci. Actuellement, je suis en quête d'identité. Il y a quelques jours, j'ai appris que des membres de la liste d'opposition menée par monsieur Perron me comparaient à madame Morano. Alors, Branly, Morano, Branly, qui suis-je? Donc, je vous demanderai encore 2 petites secondes afin que je puisse vérifier quelque chose. Donc c'est bien ce que je pensais. Sur ma carte, c'est bien marqué Madame Branly. Donc, Monsieur Guillaume, je vous permets de mettre présente en face de mon nom. Merci. Et Monsieur Ségard Thierry. Présent. Monsieur Bouchel, d'abord, je dois dire que nous avons le quorum. Merci à tous d'être venus. Merci Monsieur William pour cet appel, qui change des appels de d'habitude, mais nous avons donc a priori un 30e membre dans ce conseil municipal. Donc, Monsieur Bouchel, vous avez demandé la parole. Oui, avant le conseil municipal. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, en tant que chef de file de mon groupe, je voudrais également intervenir et rebondir sur l'intervention de ma colistière, Madame Sandrine Branly. Je trouve déplorable, voire lamentable, même inimaginable, qu'un élu quel qu'il soit puisse dire lors du dernier conseil municipal à une conseillère municipale, à plus forte raison donc une femme, vous écrasez-vous. Je n'ai pas trouvé de qualificatif, à part celui de dégueulasse. Les propos repris sur Internet par un auteur inconnu, le courage ne le trouve pas, pardon, sur l'amalgame avec le nom patronymique de Madame Branly. Quel est le plus beau cadeau que l'on peut offrir à une personne juridique que son nom patronymique et les droits qui sont rattachés, la filiation et la notion de respectabilité. Des êtres humains, des élus responsables, bafouent ces droits de la personne. Je dis stop et halte à l'escalade de la violence verbale ou écrite. La campagne électorale est terminée. Il faut accepter le verdict des urnes.
il faut retrouver une certaine sérénité lors des réunions du conseil municipal. En tant qu'élus, nous ne sommes pas là pour offrir un spectacle gratuit à la population marquoise, d'autant plus que les débats sont filmés, enregistrés et rediffusés sur Internet. Nous devons donner une meilleure image de la fonction d'élu, souvent critiquée par nos concitoyens. Nous devons rehausser le débat en respectant la personnalité de chacun et leur idéologie. Nous avons tous un point commun, mesdames et messieurs les élus. Nous avons toutes et tous sur Marc. Nous avons tous été élus par les Marquoises et les Marquois, qui nous ont accordé leur confiance. Nous avons tous un objectif commun, celui de défendre les intérêts des Marquois, de nous occuper de leurs attentes légitimes, d'améliorer leur quotidien. J'aime ma ville. Vous aimez votre ville, mesdames et messieurs les élus, autant que moi. Soyons constructifs, respectons-nous. Les Marquoises et les Marquois nous regardent. Je souhaite, pour ma part, que ce message soit entendu par l'ensemble des élus. Merci de votre attention. Merci Monsieur Bouchel. Je pense exprimer au nom du groupe majoritaire en disant que nous sommes parfaitement d'accord avec ces propos et que nous souhaitons tous ici, présentes et présents, un conseil municipal inquiétude, on va dire ça comme ça. Le travail dans la concertation et la bonne intelligence. Ça me fait penser ce que vous venez de dire à une citation d'Isaac Asimov dans son cycle de la Fondation, qui disait que la violence est le dernier refus de l'incompétence. Je vous laisse maintenant à cette citation. Ceci étant dit, nous pouvons donc passer au premier point de cet ordre du jour du conseil municipal qui concerne l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du mardi 23 septembre 2014. Alors, vous devriez faire attention, les services et dans ma relecture également, nous avons laissé passer deux erreurs. Page 14, la première, et page 17, la deuxième, pour le point 4.2, en ce qui concerne la page 14, et la page 17, en ce qui pour le point 5.1. Nous avions mis que M. Dune s'était abstenu, évidemment, il faut lire M. Émile, qui avait déjà remplacé M. Dune à ce moment. Veuillez nous excuser de cette coquille. Voilà. Ceci étant dit, je propose d'ouvrir les débats sur ce point 1 de l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal. Y a-t-il des remarques ou des observations? Monsieur Bouchel. Oui, je voudrais revenir sur le compte-rendu du dernier conseil municipal du 23 septembre 2014, délibération 2.4, la mise en place d'un service de police municipale. Page 8. Je trouve que mes propos n'ont pas été bien relatés. Et si vous me permettez, monsieur le maire, je voudrais revenir sur mes trois arguments qui m'ont permis de dire que je me m'abstenais à ce projet. Est-ce que je peux me permettre? Succinctement, je vous propose de ne pas rouvrir le débat. Non, mais c'est très rapide. Le débat ayant été tranché la fois dernière. Je trouve que c'est très rapide. Et la gendarmerie nationale, la police nationale sont des services assurés par l'État qui doivent donc rester à la charge de l'État. Au moment même où les aides de l'État au fonctionnement des communes fondent comme neige au soleil, transférer encore une compétence, après l'étape, entre parenthèses, sur la commune de Marc, en créant un service de police municipale, reviendrait à augmenter les dépenses de fonctionnement et par conséquent à trouver des recettes fiscales supplémentaires. Deuxième argument. Pourquoi créer un service de police municipale alors que nous avons une gendarmerie moderne qui sert actuellement de dortoir et dont les Marquoises et les Marquois ont déjà été sollicités pour contribuer à son financement. Enfin, troisième argument, je pense que les coûts que vous avez présentés sont sous-estimés. Il faut au minimum 5 agents et 2 véhicules, soit 250 à 300 € par an, pour assurer un service de police municipale de qualité pour une ville sur un territoire étendu et de 10 000 habitants. Merci. Merci M. Bouchel. Nous réécouterons la bande du dernier conseil municipal et nous retranscrirons les propos présents dans la bande. Voilà, pour éviter... Non, on les a, de toute façon les bandes, ne vous inquiétez pas. Donc comme c'est un compte rendu du dernier conseil municipal et pas de celui-ci présent, on réécoutera et on ajustera le cas échéant. D'accord. Merci M. Bouchel pour ces précisions. Y a-t-il d'autres remarques sur ce point? Parfait, je propose de passer au vote.
Sur l'approbation de ce procès-verbal du dernier conseil municipal du 23 septembre 2014, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité sur ce point. Je vous propose de passer au point 2.1 de nos délibérations qui concerne l'administration générale et plus particulièrement le point s'afférent au renouvellement du contrat enfance-jeunesse. Alors, le contrat enfance-jeunesse, c'est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus et qui s'applique aux actions nouvelles et anciennes, toujours éligibles. Le financement des actions établies n'est pas acquis pour une durée indéterminée. Pour information, nous avons perçu de la Caisse d'allocation familiale, qu'il s'agit d'un contrat avec la Caisse d'allocation familiale, au cours des 4 dernières années du contrat, c'est-à-dire 2010-2013, la somme totale de 323 369 €, soit près de 81 000 € par an. Le futur contrat que dont je vous propose de débattre aujourd'hui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services enfance et jeunesse. Il a pour objet de déterminer l'offre de services adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités financières des co-contractants, de décrire le programme des actions nouvelles prévues et de fixer les engagements réciproques. Le futur contrat, qui est en cours d'élaboration actuellement depuis le début d'année entre la Caisse d'allocation familiale et les services municipaux, reprendra plusieurs actions, dont les suivantes. Le multi-accueil pour 25 places, le relais assistance maternelle pour un cofinancement de 0,5 ETP d'un côté et 0,2 ETP de l'autre. ETP, c'est équivalent temps plein pour les profanes. La ludothèque qui correspond à 1000 heures d'ouverture, les accueils de loisirs de la mairie pour 12 places de 12-14 ans pendant les petites vacances scolaires, 12 places pour les stages d'initiation à l'animation, et pour les 3-6 ans, les petites vacances scolaires, ainsi que l'été. Pour les accueils de loisirs du centre social et culturel, il y a le bonnet rouge pendant les petites vacances scolaires et l'été, la maison de quartier Patrick Boulet, la maison des associations OM de Marc. Également concerné par ce cofinancement, le séjour à la neige pour 48 places, ainsi qu'un cofinancement du poste de coordinateur du contrat enfance-jeunesse actuellement en mairie. Je vous incite également à connaître que par avenant, des actions nouvelles pourront s'ajouter au contrat que je viens de détailler, comme par exemple l'extension éventuelle de la maison de la petite enfance et le projet de colonie d'été pour les adolescents. Je vous demande donc de m'autoriser à signer ce nouveau contrat pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Ça doit être fait avant la fin de l'année 2014, ce qui explique sa présence à ce conseil. Y a-t-il des remarques, des observations ou des questions sur ce point? Je propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Passons au troisième chapitre de ces délibérations qui concerne les finances. Et son titre 3.1, les demandes de subvention d'investissement avec la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais. Le point 3.1.1, la maison de la petite enfance et l'équipement informatique et matériel d'entretien, d'éveil et éducatif. Les actions de la CAF en faveur de la petite enfance permettent d'obtenir des aides financières pour compléter et renouveler les équipements et le matériel des structures d'accueil. Ces subventions en investissement peuvent être obtenues pour le matériel informatique, le matériel d'hygiène, le mobilier et le matériel d'éveil et éducatif. En fonction de l'objet de l'investissement, les taux de subvention évoluent de 40 à 80%. Les investissements concernés sont le matériel informatique d'enregistrement des entrées, qui coûte 2 096 € hors taxe, avec un taux de subvention qui peut aller jusqu'à 80%. Concerne également le mobilier et matériel éducatif, notamment le remplacement d'un coin-jeu et d'un papier didactique, pour un total de 2 430 € 15 centimes hors taxe, avec un cofinancement qui peut aller jusqu'à 40%. Et enfin, le matériel d'hygiène, notamment un nettoyeur haute pression à vapeur, pour un total de 2 175 € hors taxe, avec une subvention qui peut aller jusqu'à 40%. Je vous propose donc de solliciter ces aides et de m'autoriser à signer les conventions afférentes. Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce point? Je propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Passons au prochain projet de délibération, qui est le point 3.1.2, avec les activités liées à la jeunesse.
La caisse d'allocation familiale cofinance les investissements nécessaires à la mise en place et au développement des activités et des actions en faveur de la jeunesse, notamment les équipements et le matériel informatique ou de loisirs. Pour cette année 2014, comme vous le savez, un logiciel de gestion des activités jeunesse a été acquis et est actuellement en train d'être mis en place. Il s'agit donc d'une mise en place de systèmes informatiques pour gérer les inscriptions des enfants aux activités scolaires, périscolaires et extrascolaires, et de faciliter ainsi la vie des familles lors du paiement et des réservations, qui se fera directement sur un portail internet via le nouveau site internet que nous lancerons au moment des vœux. Le montant total de la dépense et de l'achat de ce logiciel de gestion équivaut à 25 688,40 € hors taxe. En 2015, nous solliciterons la CAF pour une participation à l'achat jusqu'à 40% du prix total de rollers et de protection afin de mettre en place cette nouvelle activité lors des TAP ainsi que lors des accueils de loisirs. Un poste informatique de notre côté et une imprimante multifonction pour 1 300 € pour le service jeunesse, des tablettes numériques pour 20 000 €, un marabout pour 2 500 € feront aussi l'objet d'une demande de subvention et qui ira également de ce point de vue-là jusqu'à 40% du montant d'achat. Je vous demande donc de m'autoriser à signer l'ensemble des demandes de subvention relatives à la mise en œuvre des actions du service jeunesse. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ces points? Pas de questions, pas de remarques. Je propose donc de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui votent contre? Des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Encore l'unanimité. Passons au point suivant, le 3.1.3, l'aide à la mobilité. La Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais a décidé en juin 2014 d'accorder une enveloppe de 150 000 € sur son territoire afin de lever les freins à la mobilité relevant des champs de l'action sociale, c'est-à-dire la jeunesse, la petite enfance, la parentalité, l'animation vie sociale. L'aide financière maximale par structure sollicitant ce fonds d'aide à la mobilité est fixée à 15 000 € dans la limite de 80% du prix d'achat hors taxe du véhicule. Cette participation permettra d'acquérir un minibus de 9 places d'une valeur de 18 750 € hors taxe. L'objectif est de permettre à un plus grand nombre d'usagers, notamment ceux éloignés du centre habitant les hameaux des M de Marque et du Fort-Vert, d'utiliser les services et les activités proposées par la municipalité, les accueils de loisirs, la ludothèque, l'épicerie sociale, par les associations et par le centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau. Inversement, grâce à ce dispositif, les habitants de Marxande, du bourg principal, pourraient profiter des installations de loisirs telles que la base de char à voile ou la maison des Islandais. Je vous demande donc de m'autoriser à solliciter l'aide de la CAF pour l'acquisition de ce minibus. Est-il des questions ou des remarques? Je propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons au point suivant, le point 3.2, avec une décision modificative numéro 1 du budget 2014. À ce stade de l'année, il est nécessaire de modifier quelques lignes budgétaires ouvertes au budget afin notamment de prendre en compte les notifications officielles de recettes qui avaient été estimées et non prévues lors du budget d'ajuster certains crédits. Je laisse la parole à M. Lefebvre, premier adjoint, pour nous donner quelques explications qu'il sera ravi de nous fournir, j'en suis sûr. Oui, bien sûr. Bonjour. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous invite à prendre le projet de délibération chiffrée que vous avez également reçu. Je rappelle donc cette décision modificative de crédit s'équilibre à 195 823 € en section de fonctionnement et à 544 860 € en section d'investissement. Je vous rappelle également que les crédits prévus en opération d'ordre et en opération patrimoniale sont des opérations budgétaires de transfert entre sections ou dans la même section et donc sans flux de trésorerie. En section de fonctionnement, en recette, il s'agit de l'ajustement du fonds de péréquation des ressources intercommunales. Donc là, nous allons percevoir 57 €, si vous me permettez, donc j'arrondis au €, et également des participations de la CAF pour la maison de la petite enfance. Nous avons des rappels de 2011 à 2012 et ajustements 2013 à 2014
pour 102 000 €, ainsi que pour l'étape de 37 000 €, ce qui nous donne un montant total de 139 000 €. En dépenses de fonctionnement, il s'agit ici d'ajuster les crédits pour les allocations versées aux étudiants et aux bacheliers, plus 10 000 €, de l'inscription de nouveaux crédits en opération d'ordre pour le refinancement de l'emprunt en devise, à hauteur de 39 000 €. En fait, il s'agit de la perte de change entre le franc suisse et l'euro. Ce qui nous permet une augmentation du virement à la section d'investissement à hauteur de 147 000 € en opération d'ordre. En section d'investissement, en recette, il s'agit de l'ajustement du fonds du FCTVA, plus 17 425 €, de la taxe locale d'équipement, TLE, plus 16 000 €, de la taxe d'aménagement, plus 36 000 €, du refinancement de l'emprunt en devise, plus 132 000 €. Il s'agit ici de l'encaissement du nouvel emprunt. Alors, par rapport à ce nouvel emprunt, je vais vous donner les différentes écritures. Donc tout d'abord, vous avez l'encaissement du nouvel emprunt en recette d'investissement, c'est le compte 166 pour 131 950 €. Ensuite, donc, on rembourse le capital restant dû de l'emprunt en devise, en francs suisses. Donc il s'agit là d'une dépense d'investissement compte 166 pour 131 950 €, la même somme. Ensuite, on constate la perte de change et sa capitalisation. C'est pour cette raison que vous voyez en dépenses de fonctionnement donc la somme de 38 790 € au niveau du compte 668. Et donc nous avons sa capitalisation en recette d'investissement, compte 1641, pour la même somme. Enfin, il nous faut réaliser le transfert du capital du compte 1643 emprunt en devise vers le compte 1641 emprunt en euros, pour la somme de 131 950 €, donc en dépenses d'investissement et en recettes d'investissement. En recettes d'investissement, nous avons également le remboursement de la TVA sur les travaux d'enfouissement de réseau rue Jules Ferry par EDF. En fait, il s'agit ici d'un remboursement d'EDF, une partie de la TVA. Ce qui nous donne une augmentation du virement de la section de fonctionnement de 147 000 opérations d'ordre. Les dépenses d'investissement évoluent de la manière suivante. Donc nous retrouvons les écritures concernant l'emprunt, je ne vais pas les détailler, ainsi que le remboursement de la TVA, ce qui nous permet d'avoir un excédent de plus de 268 000 € pour les travaux de la réhabilitation de l'église des Humes, opération qu'on a qualifiée en 9006. Voilà, monsieur le maire, le détail du projet de la délibération, et je pense qu'on va vous faire passer une feuille d'émargement après. Voilà, après vous actez cela. Merci monsieur Lefebvre, je suis sûr que vous avez tous parfaitement suivi les explications de monsieur Lefebvre. Surtout le public nombreux qui a les documents sous les yeux. Et sinon, pour les comptables, j'ai les comptes rentrés également. Bon. Merci monsieur le premier adjoint. Y a-t-il des observations ou des remarques sur ce point? Tout va bien. Monsieur Lefebvre, pas de remarques? Bon, tout va bien. Merci monsieur Lefebvre. Comment ça va? Passons donc au vote. Y a-t-il des personnes qui votent contre? Des personnes qui s'abstiennent? Tout va bien. À l'unanimité, je vous remercie. On va donc passer cette décision modificative. Et les signatures, il y a des... Pendant ce temps-là, on va passer au point 3.3, le projet de délibération qui consiste à l'adhésion à la Fondation du patrimoine pour l'année 2014. La Fondation du patrimoine est un organisme national d'utilité publique qui a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l'État. Ses missions d'intérêt général sont de mobiliser et d'organiser des partenariats publics et privés,
d'accompagner les porteurs de projets et de participer financièrement aux actions de restauration des bâtiments anciens et des édifices culturels. Aussi, dans le cadre de la restauration de l'église des M, je vous propose d'adhérer pour 2014 à la Fondation du patrimoine. Le montant minimum de l'adhésion pour les communes de notre taille est de 250 €. En contrepartie de cette adhésion, la Fondation du patrimoine apportera son soutien à la mise en œuvre d'une souscription publique et d'actions de mécénat lors des travaux de réhabilitation de l'église des M de Marc. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Je propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons au point suivant. 3.4, cantine scolaire et garderie. Il s'agit de valider le remboursement de tickets non utilisés en décembre 2014 suite à la mise en place du logiciel de gestion des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires. À compter de janvier 2015, les inscriptions aux activités périscolaires, garderie, cantine, TAP, et extrascolaires, ALSH, activités du mercredi organisées par la ville de Marc, seront gérées via le portail famille disponible sur Internet. Il ne sera donc plus délivré de tickets aux familles. Une campagne d'information sera mise en place d'ici quelques jours sur le site internet de la ville et sur les panneaux d'affichage numérique. Des tracts seront distribués dans les écoles selon le planning suivant. Courant novembre, un tract portant sur la suppression des tickets pour les activités périscolaires et extrascolaires au 1er janvier 2015. Et en décembre, dès que le portail famille sera opérationnel, un tract portant sur le fonctionnement de ce portail, modalités de réservation, paiement des activités périscolaires et extrascolaires. Dans l'hypothèse où les familles n'auraient pu utiliser la totalité des tickets en leur possession, je vous propose de rembourser aux familles les tickets de cantine et ou de garderie pour le mois de décembre 2014. Une demande écrite du ou des parents ainsi qu'un RIB devront être transmis dans la mairie dans la limite d'une fois par famille. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons au point suivant, 3.5, qui concerne une subvention exceptionnelle pour l'année 2014 d'une partie d'aide à la participation d'un achat de minibus. Cette association, donc la S-Marc Football, a acheté 2 minibus de 9 places pour un montant total de 51 186 €. Elle sollicite une subvention exceptionnelle pour participer à cet investissement. Je tiens à vous préciser que l'association a obtenu des financements du Conseil régional pour 12 000 €, du Conseil général pour 4 000 € et de la Ligue de football amateur pour 15 000 €, ce qui fait donc qu'il leur manque à peu près 20 000 € pour permettre d'acheter ces équipements. Et je propose donc que le conseil municipal attribue une subvention exceptionnelle de 10 000 €, toujours sur présentation des justificatifs, et qui ira exclusivement à l'achat de ces minibus qui d'ailleurs ont déjà été achetés. Je vous rappelle également que cela va dans le sens d'une clarification des relations avec cette association, puisque auparavant, et en toute illégalité, des frais de transport étaient pris en charge par le budget communal de la ville de Marc pour le club de la S-Marc Football. Ainsi, à partir de la saison 2007-2009 et jusque la saison 2012-2013, la ville a réglé sur le marché transport collectif pour les écoles, les CLSH, les personnes âgées et les associations, des déplacements pour l'équipe première de la S-Marc Football sur la période, ça représente 43 620 € TTC. À partir de la saison 2009-2010 jusqu'à la saison 2012-2013, la ville a réglé la location de minibus pour les déplacements des équipes de la S-Marc sur la période, ça représente 10 278 000 € TTC. Et lors de la saison 2013-2014, le conseil municipal avait décidé de rembourser à la S-Marc Football par le versement d'une subvention exceptionnelle les frais de déplacement engagés jusqu'à concurrence de 8 000 €, ce qui représentait 7 972 € 94. Quelle science du timing et de la précision. Depuis la saison 2007-2008 jusqu'à la saison qui s'est écoulée, qui s'est terminée en juin, ça représentait un total de 61 870 000 € 96 centimes. Voilà, vous connaissez tout, les chiffres. Ça a donc pour but de liquider le problème des transports de la S-Marc Football, puisque je vous rappelle que la ville de Marc va acquérir 2 minibus en son nom propre, de ville de Marc.
Et que donc, le fait que le club de foot AS Marc représente un nombre certain de licenciés et ses propres bus, fera que nos propres minibus iront aux autres associations et pas à l'AS Marc, ce qui permet à plus d'associations de bénéficier des minibus que nous allons acheter. Ce sont en aucun cas, sur cette subvention, des dépenses de fonctionnement. On ne paye pas l'essence, on ne paye pas l'assurance. C'est une dépense d'investissement, comme on a pu faire avec l'AS Marc Pétanque pour le logiciel d'école de pétanque, comme on a pu le faire pour le judo, pour l'achat de tatami. Voilà, c'est une dépense qui n'a absolument pas vocation à se répéter et qui, normalement, va couvrir l'ensemble de la durée d'utilisation des minibus. A priori, s'il s'en sert bien une dizaine d'années, ça devrait aller. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Monsieur Bouchel. Oui, quelques questions, monsieur le maire. Quel est le montant total de l'investissement? Je n'ai pas dit ça. Pour les deux minibus. Si, 56 000 et des brouettes. 56 000, je l'avais dit, ouais, je l'avais dit. Alors, vous avez financé 10 000 euros, c'est ça? J'ai bien compris, 10 000 euros. On finance 10 000 euros, c'est ça. Ils ont eu par ailleurs environ 30 000 euros de subventions. Ok, ça marche. Et, enfin, 31 000 pour être précis. Donc il y a 20 000 euros en reste à charge et on prend à peu près la moitié. Est-ce que ce bus sera utilisé pour les équipes de jeunes? Alors, je vous propose en effet, merci M. Bouchel, de demander, d'émettre le souhait et le vœu, même si on ne peut pas contrôler, parce qu'une fois qu'on a donné la subvention, c'est à l'association de gérer comme elle veut, que ça bénéficie principalement aux équipes de jeunes de l'AS Marc Football, puisqu'on sait que c'est un excellent club formateur et qu'il serait dommage que ça ne bénéficie pas à ces jeunes qui, en plus, a priori, n'ont pas le permis de conduire, à moins qu'ils soient vraiment très doués à l'âge de 12 ans. Alors, moi, qu'est-ce qui me gêne également dans cette délibération, c'est aussi le problème de l'équité, bien entendu, entre les différentes associations. On m'a bien entendu partiellement, si on achète également des minibus pour les autres associations, dans les premiers résolus, bien entendu. Parce que je ne voudrais pas que les bénévoles, donc les parents souvent, puissent utiliser leur voiture et le carburant, et puis que dans d'autres associations comme judo, basket, tout ça, puis de l'autre côté, tout est pris en charge par le club de l'AS Marc Football. Ce ne serait pas équitable au niveau des familles. Si je peux me permettre de vous répondre sur ce point, une fois de plus, on ne prend pas du tout en charge ni l'essence, ni l'assurance, ni l'usure. C'est à la charge de chaque club. Et comme de la même façon, quand on aura, nous, nos minibus qu'on est en cours d'acquisition, ce ne sera pas du tout pour la AS Marc Football, parce qu'ils auront déjà leur minibus. Et s'ils n'avaient pas ces minibus, ils l'auraient quasiment la moitié du temps eu égard à leur nombre de licenciés. Si on faisait une juste répartition. C'est justement pour que les autres clubs puissent bénéficier des minibus que nous leur mettrons à disposition, qu'on propose cette délibération. C'est justement en termes d'équité. Bon, maintenant, il faut dire aussi que l'AS Marc Football fait de très bons résultats au niveau de la Coupe de France, ils sont encore qualifiés, ils vont jouer contre Meaux, et j'espère qu'ils vont pas aller en deuxième de finale. Ils ont peut-être une subvention supplémentaire par la Fédération française de football. Il y a aussi des clubs, il faut dire aussi, fait honnête, des clubs de Ligue 2 qui n'ont pas de minibus. Hein. Tout le monde n'a pas un minibus au niveau du football. Hein. C'est un choix. Voilà. Ouais, je vous rappelle également que le club de l'AS Marc est le club qui a le plus faible budget de cette division. Donc, 100 000 euros de subvention. Donc, je vous donne la parole après si vous voulez, monsieur. Je voulais préciser ça justement. Ah bah ça tombe bien. C'est vrai, c'est un budget assez serré pour le championnat de CFA. Et donc, de même, je les ai incités, parce que pour nous, il est hors de question d'aller au-delà des 60 000 euros de fonctionnement habituel que nous leur donnons actuellement, puisqu'on n'a pas les moyens de se le permettre. Je les ai incités à développer le partenariat privé pour atteindre des budgets équivalents aux autres budgets de sa division de CFA. Voilà, vous savez tout. Sachant qu'en plus, le petit imbroglio qu'il y avait eu sur la relégation puis le repêchage leur a fait diminuer quelques subventions. De mémoire, je pense que le CITAC a dû, comme ils étaient dans une division au moment du vote inférieure, il a dû baisser sa subvention. Mais après, comme ils ont été repêchés, ils n'ont pas pu faire une décision modificative. Voilà. Sachant que demain soir, à l'agglomération de Calpésie, on aura à voter une subvention pour l'AS Marc Football pour le sport de haut niveau de 25 000 euros. Donc l'AS Marc Football aura aussi 25 000 euros demain soir. Oui, non, mais l'un n'empêche pas, si vous voulez. Je pense que sur le budget d'agglomération, on peut quand même se féliciter que l'agglomération donne à un club de Marc plutôt qu'à un club d'une autre ville. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est sur son enveloppe sport, on peut mieux le donner à la ville de Marc. Après, c'est mon point de vue personnel. Si vous préférez. Non, je suis en d'accord. Si vous préférez aller à Blériot. Je suis dans la commission sport, monsieur le maire, et j'ai voté cette délibération. Ah, merci, monsieur Bouchel. Nous verrons demain votre vote. Je suis sûr que vous voterez pour. Ah oui.
Monsieur le conseiller général, à vous la parole. Oui, donc, je me félicite bien sûr que Capelsi va voter les 25 000 € comme prévu. De toute façon, il n'a rien inventé. Enfin, les critères ont été définis dès l'origine et je pense que c'est une bonne chose. Ça devra tenir en déduction ce que la commune de Marc fait, parce que sinon, le club de Marc, il ne serait plus en CFA2. Vous avez rappelé tout à l'heure que c'est vrai que la subvention en CFA2 de Marc, c'est de mémoire 5 fois moins que ce qu'a le Creux à Calais et Gravelines. Même division, je parle. Donc 5 fois moins, donc c'est pour ça que nous, à l'époque, on avait fait un effort sur les transports. On avait fait un effort aussi par la suite pour les transports de l'équipe B qui était en DH, quand même division d'honneur, c'est quand même pas rien non plus. Donc c'est pour ça qu'on avait accepté de... Et le déplacement était bien sûr plus important. C'est pour ça qu'on avait accepté de déplacer, de payer ces déplacements. Et je rassure M. Bouchel, les minibus, de toute façon c'est 9 places, l'équipe première ne va jamais se déplacer en minibus, c'est clair. Disons, quand il va arriver faire un match à Paris, ils vont être tous, d'abord il faudrait 2 minibus, ils seraient tous courbaturés, donc je ne pense pas que ce serait une bonne chose pour eux. Donc les minibus, quand ils louaient les minibus, d'abord, ça a toujours été pour les jeunes. Pour les jeunes. Ça, c'est très bien. Voilà. Et je vous rappelle aussi que non seulement l'AGLO donne une subvention football, mais le CITA, grâce à mon action à l'époque, a toujours une subvention, donne toujours une subvention football de Marc. Et ça, c'est en plus ce que donne la commune. Voilà, ceci étant dit, sur la diversification des sources de financement de notre club de CFA2, qualifié au 7e tour de Coupe de France contre le club de Meaux. Enfin, oui, non, mais bon, voilà. On peut donc procéder au vote. Je déplore quand même qu'on n'a pas parlé de ça au niveau de l'OMS. L'OMS avait mis en réunion et puis qu'on peut en parler parce que les bus que j'ai achetés, donc vous étiez au courant que les bus c'était. Oui, mais ça c'est dommage qu'on ne soit pas au courant. Si vous voulez, moi le but de l'OMS, c'est pas forcément ces subventions-là. Enfin, je considère que l'OMS c'est plus de la petite subvention d'appoint qui permet d'arriver à aider des associations autres qu'un club qui quand même a déjà pas mal de fonds de roulement au final, même si c'est peu en comparaison. Ils ont de quoi revenir et leur santé financière a permis de les sauver cette année de division. Voilà, y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Un vote contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons au point suivant, le point 3.6, qui concerne les admissions en non-valeur. Les créances irrécouvrables correspondent au titre de recettes émis par la commune et dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement pour diverses raisons, insolvabilité, liquidation judiciaire ou recherche n'ayant pas abouti. L'admission en non-valeur n'empêche uniquement un recouvrement ultérieur si le redevable revient à une situation le permettant. Elle est décidée par l'Assemblée délibérante. L'état des créances irrécouvrables transmis par le comptable de la commune correspond à des titres de budget principal de l'année de mars des exercices 2007 à 2012. Je vous laisse prendre connaissance du tableau, je ne vais pas tous les dire. Mais vous l'avez. Question, monsieur Oui. le été encore. J'ai terminé tout le déroulé, après je laisserai la parole. Allez-y. Donc voilà, je propose donc de consulter ce tableau, chose que vous avez dû faire chez vous, parce que vous avez préparé le conseil municipal, j'en suis certain. Et je propose donc de écouter les différentes remarques ou avis. Et M. Bouchel, vous aviez une remarque? Un éclaircissement seulement, monsieur le maire. Les 193,12 € qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le tableau. Est-ce que c'est une place de neige ou pas ça? Est-ce qu'on peut savoir l'origine de ces 193,12 €? Ils sont une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans le tableau, alors ça peut pas. C'est dû à quoi ça? Je parle d'une explication de ça. Alors en fait, ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous devez l'avoir sur votre tableau, ça n'indique pas l'adresse indiquée. Et donc on ne sait pas qui... non mais c'est pas un rapport à quoi? Mais on n'a pas cette information, a priori. Alors, c'est une redevance sur les déchets. Oui, et c'est des Ochim là, et en liquidation, enfin il n'existe plus. Donc le recouvrement peut pas se faire. Voilà. C'est une entreprise en liquidation. Elle existe plus.
Et en fait, c'était la redevance spéciale collecte ordures ménagères pour la période de septembre à novembre 2009, puis pour la période de décembre 2009 à février 2010, puis pour la période de mars à mai 2010. Voilà, ce qui explique 3 fois les montants. Dans 4 fois. 4 fois, pardon. Donc, ouais, exactement. Ensuite, il y a juin à août 2010, ce qui explique donc le même montant. Voilà, c'est les sommes, 238 euros. Voilà. Ok, c'est bon. Malheureusement, on n'y peut rien. On doit juste constater, et donc le total c'est 1405 euros et 2 centimes pour être précis sur cette période. Voilà, donc dans la mesure où le trésorier de Calais municipal et banlieue a justifié les diligences réglementaires pour recouvrer ses créances auprès des débiteurs et que ces derniers sont soit insolvables, soit n'ont pas d'adresse connue ou que le montant des restes à recouvrer est inférieur au seuil des poursuites, je vous propose d'admettre en non-valeur la somme totale de 1405 euros et 2 centimes. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passer au prochain point de l'ordre du jour, le 3.7. Les travaux de réhabilitation de l'église des M de Marc et l'autorisation de programme et crédit de paiement, ce qu'on appelle dans le petit jargon APCP. La procédure relative au vote des autorisations de programme et des crédits de paiement APCP est prévue à l'article R2311-9 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose qu'en application de l'article L2311-3 du même code, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. L'autorisation de programme constitue la limite supérieure de dépenses qui peuvent être engagées pour une opération déterminée. Elles correspondent à des dépenses de caractère pluriannuel. Elles peuvent donc être révisées. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour l'opération correspondante. Les autorisations de programme et les crédits de paiement sont présentés par le maire. Ils sont votés ou révisés par le conseil municipal par délibération distincte lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. Les APCP constituent des autorisations budgétaires et ne sont donc pas des engagements de dépenses. Pour votre information, l'avant-projet définitif établi par le maître d'œuvre fait apparaître un coût total estimatif des travaux de 1 480 451 euros et 42 centimes TTC. La réalisation des travaux avait été envisagée en 3 tranches, la première en 2014-2015, la seconde en 2016 et la dernière en 2017. Pour votre parfaite information, les travaux devraient s'engager comme suit. Pour la tranche 1, qui concerne la réhabilitation de la nef, du transept et du chœur, avec notamment la restauration des façades de la nef, des bras du transept et du chœur, la restauration et traitement de la charpente, la réfection de la couverture en ardoise, la restauration des vitraux et création de vitraux en verre blanc, les travaux intérieurs de réfection des voûtes, des enduits, des peintures, les travaux d'électricité et de chauffage. Tout l'ensemble de ces travaux qui constituent la tranche 1 sont estimés à 860 000 euros. On a rendu le chiffre. Pour la tranche 2, qui est la réhabilitation de la tour, la flèche et les fonds baptismaux, qui comprend la restauration des façades, la restauration et traitement de la charpente et du plancher du clocher, la réfection de la couverture de la flèche, la création de vitraux en verre blanc, les travaux intérieurs de réfection des voûtes, des enduits et des peintures. Pour ces travaux de deuxième tranche, ça fait un total estimé à 365 000 euros, une fois de plus arrondi. Et la troisième tranche correspond donc aux dernières années de travaux, qui concernent la réhabilitation de la sacristie, sont la restauration des façades, la restauration des volumes intérieurs, la réfection et traitement des charpentes et maçonneries, la réfection des couvertures en ardoise, la restauration des vitraux et la création de vitraux en verre blanc, les travaux intérieurs, la réfection des enduits et peintures. Et on estime les travaux de la tranche 3 à 275 000 euros, il faut plus chiffre arrondi. Enfin, le 20 novembre prochain, le maître d'œuvre présentera le détail de son projet aux élus et aux financeurs potentiels. À l'issue, si le projet et la programmation sont validés, une présentation publique sera organisée avant de lancer la procédure de mise en concurrence des entreprises pour l'attribution des marchés de travaux. Le projet définitif vous sera alors présenté très rapidement à vous, conseillers municipaux, et à l'ensemble de la population. Les travaux devront se dérouler en 3 tranches, à partir de 2014 jusqu'en 2017 et en 3 ans.
Je vous propose de voter une autorisation de programme d'un montant total prévisionnel de 1 500 000 €. Les crédits de paiement sont fixés comme suit, donc on étale dans le temps. Pour 2014, 527 000 €, pour 2015, 333 000 €, pour 2016, 365 000 € et pour 2017, 275 000 €. Je laisse cette délibération et je la soumets à vos questions, interrogations et avis. Pas de remarques. Je propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons, après que j'ai bu un peu d'eau, au prochain point pour ce conseil municipal. Le point 4.1, la modification du tableau des effectifs. On a dû vous mettre sur table avant votre arrivée la liste des emplois permanents ouverts et pourvus pour l'ensemble des postes de la mairie. C'est bon, tout le monde là? Parfait. Compte tenu du recrutement d'un nouveau DGS au 1er décembre 2014, il convient d'ouvrir un poste d'attaché principal pour permettre son recrutement statutaire. Le poste de DGS étant un emploi fonctionnel, il sera, après avis de la commission administrative paritaire, basée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale, détaché dans la fonction DGS. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? J'ai bien compris, monsieur le maire, donc il y aura deux Je postes. crois que monsieur le conseiller général a levé la main auparavant. J'ai pas vu. Excusez-moi. Monsieur le conseiller général, vous avez la parole. Oui, monsieur Dumont, monsieur le maire, excusez-moi. Merci, monsieur le conseiller général. Je veux simplement vous indiquer que la fois quand vous avez mis fin aux fonctions de DGS, monsieur Baud, il a dit que c'était par mesure d'économie. Alors, expliquez-moi où est l'économie. On est passé de un attaché principal à deux attachés principaux aujourd'hui, et le poste de DGS est toujours maintenu. Donc il faudra m'expliquer. Nous avions jamais dit que c'était par mesure d'économie. C'est vous qui l'avez dit, je regrette. Bah, écoutez les bancs, les relisez les procès-verbaux des différents conseils municipaux. Nous n'avons pas dit que c'était par mesure d'économie, tout simplement parce que, évidemment, ça ne peut pas faire d'économie vu qu'on crée un poste. Ce poste étant créé, la ville passant le cap des 10 000 habitants, comme vous le savez, comme je vous l'avais fait remarquer la fois dernière, on pourra également avoir un poste de directeur général adjoint des services, ce qui sera officiel. Moins de 10 000, il faut aussi. Écoutez, je vous laisse l'appréciation des textes, monsieur le conseiller général. Hein? On peut. C'est donc pas par mesure d'économie, c'est par mesure d'efficacité des services. C'est bien. Donc les autres, ils étaient incapables, c'est très bien. Écoutez, monsieur le conseiller général, ce n'est pas moi qui ai dit la fois dernière en conseil municipal que des personnes étaient des bras cassés, personnes que vous aviez vous-même recrutées, je vous le rappelle. Non, je ne parlais pas de ces personnes-là. Vous parlez de personnel communal? Attendez, on ne va pas discuter là-dessus. Moi, pour l'instant, je parle du DGS, c'est vous qui avez mis fin à ses fonctions. Enfin, c'est même pas vous, c'est madame la deuxième adjointe. Non, c'est moi, monsieur Perron. Je suis grand, je sais faire mes propres décisions, je vous rassure. Je sais, dans vos fantasmes, vous avez l'impression qu'il y a deux maires, mais... Il y a la mère, oui. Hein? NERE, il y a la mère. Mais, non, mais la fois, je vous ai quand même dit que je vois pas la moi, quand je suis arrivé à 95, j'ai viré personne, j'ai pas mis les gens sur le côté parce qu'ils n'étaient pas d'affinité avec moi. La dernière fois, je vous ai dit que de toute façon, vous supprimiez le poste de DGS, c'était simplement parce que vous avez quelqu'un à placer. Je ne me trompe pas parce que la personne est arrivée. Donc je trouve ça scandaleux. Et je vous rappelle quand même que c'est un DGS, même si soi-disant qu'il n'était pas efficace et tout ça, j'en sais rien. Mais vous dites, mais c'est un DGS qui nous a ramené une ville de 9 000 habitants à 11 000 habitants aujourd'hui. Il a fait le travail quand même. Donc vous ne pouvez pas dire que les services de la commune n'ont pas travaillé depuis 1995 pour l'intérêt de la commune. Monsieur le conseiller général, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que vous avez entendu ces propos de ma bouche? N'extrapolez pas, s'il vous plaît, monsieur le conseiller général. Ça a l'air simple. Dites-moi pourquoi vous avez enlevé le poste de DGS. Dites-le-moi. Madame l'adjointe en charge du personnel, vous demandez la parole. Oui, monsieur le maire, merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas besoin vraiment d'épiloguer, puisque DGS, vous le savez très bien, c'est un poste qui est éminemment politique. Non, mais vous, écoutez, vous avez été aux commandes de la commune pendant 3 mandats. Vous avez géré votre mandat comme bon vous a semblé. Et je vous informe que nous,
nous mènerons notre mandat comme nous avons envie de le mener, et que ce n'est pas vous qui allez nous amener vos dictats. Donc je reprends mon exposé pour vous rappeler que le poste de DGS est un poste qui est politique. Après 6 mois de fonctionnement, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'avoir un regard extérieur. Nous avons donc ouvert ce poste. Un nouveau DGS va arriver. Et ensuite, M. Bod a bien évidemment toute sa place, puisque à aucun moment nous n'avons pu tenir des propos qui allaient à l'encontre des capacités de M. Bod. Mais eu égard à la taille de la commune, ce n'est pas aberrant de pouvoir recruter un DGS extérieur. Le sujet est clos, on peut passer à autre chose. Si je peux permettre de rajouter quelque chose, il n'est pas non plus aberrant. Je termine, monsieur le conseiller général, je vous donnerai la parole ensuite. Il n'est pas non plus aberrant dans une commune de 11 000 habitants, nous ayons un peu plus que de 3 cadres A dans une collectivité territoriale. Non, je suis d'accord avec vous. Bon, et pour bien vous signifier les choses, la personne que nous pensons mettre au poste de DGS a travaillé pour des maires de gauche comme de droite. C'est donc un choix de compétence pour gérer une commune de 11 000 habitants où il nous faut rajouter de la compétence à celle que nous avions déjà auparavant pour avoir un regard externe. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur le maire, c'est un poste où il faut des gens compétents, c'est pas un poste politique. Si vous voulez un poste politique, il faut nommer un directeur de cabinet, là c'est politique. Là. Mais là c'est des gens compétents. Maintenant vous me dites qu'on est passé à 11 000 habitants, mais c'est un DGS qui vient d'une ville de 6 000 habitants, donc quel est l'apport, j'en sais rien. Vous allez m'expliquer aussi, là. C'est 6 000 habitants, c'est pas 11 000 habitants ou de DGS. Et qui fut DGS de la ville de Gravelines. Je vous laisse juger de vos propos en ayant cette information. Bon, on n'a pas de... Madame l'adjointe. Oui, on n'a pas de justificatif à donner. Si vous voulez, enfin, vous allez m'amener à dire des choses que je n'ai pas forcément envie de dire, mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons quand même eu, et nous avons quand même toujours dans la mairie, beaucoup de parents, de la famille Perron, de la famille Delgrève, des amis politiques. Bon, donc, si vous voulez, on a quand même besoin à un moment donné de pouvoir avancer. Et il nous a semblé que faire appel à une compétence extérieure, c'était vraiment très bien. Donc, je ne souhaite pas en dire davantage. Maintenant, si vous me poussez dans mes derniers retranchements, je le ferai. Hein, mais je pense qu'on peut en rester là. J'en ai suffisamment dit. Et je pense qu'on peut peut-être passer au vote, si vous en êtes d'accord. Merci, madame l'adjointe. D'autres commentaires sur ce point? Monsieur Delgrève. Ah oui, parce que je suis un peu surpris, mon homme, ma famille, puisque quand j'ai été élu en 95, il y avait déjà 3 personnes qui s'appellent Delgrève qui y travaillaient. Donc il faudrait peut-être vous documenter avant vous renseigner avant de dire des choses qui semblent commencer à... Madame l'adjointe, on va essayer de rester serein dans ce débat. Hein, vous avez quand même une façon curieuse d'interpréter les propos. Je n'ai jamais dit que dans les gens que vous aviez recrutés, il s'agissait de cadres A. Je vous dis que le constat a été le suivant, quels que soient les grades et les fonctions, nous avons quand même eu affaire à un certain nombre de gens des diverses familles. Hein, ce qui n'enlève rien à leur qualité. Voilà, et à leurs compétences. Mais c'était un fait. Voilà. Mais si vous avez d'autres Perron, Delgrève ou Delcroix à nous présenter, on étudiera leur candidature de la même façon, hein, je vous rassure. C'est sûr qu'ils sont pris, c'est sûr. Y a-t-il d'autres remarques sur ce point? Oui, madame Delcroix. Je vous rappelle que mon mari ne travaille plus dans la commune de Lac. Ah, oui, jusqu'au 15 novembre, il est en congé. Donc voilà, il ne fera plus partie des élections. Mais nous en parlons tout à l'heure, madame Delcroix. Je vais anticiper. Voilà. Merci. Nous n'avons viré personne, monsieur le conseiller. Moi, par contre, monsieur le maire, je veux dire, monsieur Boucher, sur le personnel, je ne vais pas intervenir sur le personnel actuellement. Il y a sa femme qui travaille, attention. Non, attendez, monsieur Perron. Non, monsieur Perron. C'est monsieur Perron qui l'a embauché. Laissez-moi terminer. Je pense qu'il y a des élections professionnelles qui vont se dérouler le 4 décembre. Je pense que les élus doivent être neutres dans ce domaine. Mais par contre, je sais que c'est un dossier très épineux qui sera donc amené à travailler sur ce dossier, monsieur le maire.
Et j'interviendrai au moment opportun. J'ai des questions à vous poser par rapport au personnel. Mais ça sera fait une autre date, un autre moment. Alors, je vous rappelle également que si vous désirez évoquer des questions de personnel, on peut le faire à huis clos pour préserver disons, la discrétion des gens. Donc je vous inviterai à les présenter auparavant afin qu'on puisse prévenir qu'il y ait bien une session à huis clos, qu'on puisse à la fois écouter les enregistrements et demander au public d'entre telle heure et telle heure de ne pas assister. C'est ce qui est la règle pour les questions de personnel afin de préserver l'intégrité de fonctionnaires territoriaux qui n'ont pas besoin d'avoir leur nom sur la place publique. Voilà. Ceci étant dit, y a-t-il d'autres remarques? Tout va bien? Bon. Passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons au point 4.2, la mise en place de l'indemnité spéciale de fonction concernant la police municipale. Je vous rappelle que le public doit rester neutre. Hein. Donc, pas de commentaires, pas de sourire. Merci. Lors de la dernière réunion, le tableau des effectifs avait été modifié par la création de la filière police municipale. Compte tenu que ces agents ne peuvent bénéficier du régime indemnitaire actuellement mis en place pour les autres filières, c'est ce qu'on appelle donc un régime particulier, hein, comme pour la filière petite enfance par exemple, il est nécessaire d'instaurer le régime indemnitaire propre à cette filière. Je vous propose donc de mettre en place l'indemnité spéciale de fonction. Les montants maximums sont précisés dans la délibération et les attributions individuelles seront fixées par arrêté. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Monsieur le conseiller général. Des remarques sur la police municipale. Je propose de ne pas rouvrir le débat a été tranché, monsieur le conseiller général. J'ai quand même le droit de dire des choses. Donc, je voulais simplement vous dire, d'abord vous remercier de m'avoir envoyé les statistiques de l'année 2013 et les 6 mois de l'année 2014 sur les incivilités qu'il y a sur la commune de Mercq. Je constate une chose, c'est qu'en 2013, il y a eu 208 faits d'incivilité, vol à la roulotte, etc. Et les 6 premiers mois de 2014, il y a 110, c'est à peu près la moitié. Je me souviens qu'en 2012, il y avait eu en gros 200 faits d'incivilité sur la commune de Mercq. Ça montre qu'à Mercq, il n'y a pas de tout d'augmentation de la délinquance, comme vous avez l'air de le dire. C'est pour ça que les ACO s'étaient bien sûr abstenus de ne pas participer au vote pour la création de cette police municipale, souhaitant avoir tous les éléments en main avant de décider. Donc je constate là, on va dire l'année 2013, 208 faits d'incivilité, que ça va du vol de la maison, vol à la roulotte, des vols même des choses un peu plus graves. Et donc sur les 208, et je sais, malheureusement, là on n'a pas eu les chiffres de l'année 2013 sur le Calaisis, sur la zone police, on ne les a pas eu. Nous l'avons demandé et il nous a été répondu qu'on ne pouvait pas l'avoir. Comme on a... Donc, je peux vous dire qu'en 2012, ça c'est le commissaire qui me l'avait indiqué à l'époque, quand on a fait la première réunion sur les voisins vigilants, il y avait à peu près 9000 faits d'incivilité sur la zone police. 9000, nous c'est 200. Sachant que la Mercq, c'est à peu près 10% de la zone police. Si on fait les statistiques, 10% de 9000, ça fait 900. Nous, on est à 200. Vous voyez comme quoi, à Mercq, les taux d'incivilité ne sont pas énormes. Permettez-moi de compléter ces chiffres que vous donnez, puisque c'est bien d'avoir vous avez pas eu, vous dites. Mais non, les chiffres que vous avez, le document que je vous ai envoyé, hein, oui. quitte à l'utiliser, autant être exhaustif, n'est-ce pas, monsieur le conseiller général? J'apporte à l'attention de la population que les violations de domicile ont été multipliées par 4 à partir de la période qu'on a, hein, qui est 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, par rapport à la période précédente. Également, ont été multipliés par 2 les cambriolages de locaux d'habitation principale. Également, ont été multipliés par 10 les cambriolages d'autres lieux. Ont été augmentés de 33% les vols à la roulotte, et les autres destructions et dégradations de biens privés ont quant à eux augmenté de 25%. Vous pouvez en avoir l'interprétation que vous voulez, ce sont les chiffres, monsieur le conseiller général. Est-ce que je dois également vous rappeler que, pas plus tard que hier,
il y a eu un enfant qui s'est fait dépouiller à la sortie du collège de Marc par des migrants. Dois-je également vous rappeler qu'à la sortie du bus de votre commune, un enfant s'est également fait dépouiller par des migrants il y a de ça une semaine. Maintenant, monsieur le conseiller général, vous pouvez le public s'il vous plaît. Vous pouvez dire ce que vous voulez, monsieur le conseiller général. Cette hausse de la délinquance n'est pas de la petite délinquance habituelle qui était le cas il y a encore 2 ans, mais c'est une délinquance qui, je suis désolé de vous le dire, commence à être liée au phénomène migratoire, puisqu'on sait tous que le phénomène migratoire s'amplifie sur le Calaisis. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Donc maintenant, on a, et je vais répéter ce que j'ai dit la fois dernière, 2 solutions. Soit on constate et on dit que c'est à l'État de faire, mais l'État, au final, on s'aperçoit que ces moyens de police qu'il a mis, même supplémentaires, sont situés sur la ville de Calais et qui n'ont plus les moyens, cette police, de patrouiller dans la ville de Marc, de faire les contrôles d'alcoolémie, d'aller rassurer les commerçants et de faire de la présence pour rassurer les habitants. Donc soit on constate ce fait et on ne fait rien, ou soit on dit, finalement, on va peut-être essayer d'avoir, nous, notre police municipale, qui nous permettra d'aller à la rencontre des commerçants, à la rencontre des habitants, et sur des lieux où il commence à y avoir de la prolifération d'incivilités liées ou pas aux migrants, parce que rien n'empêche, même s'il y a une explosion au niveau migratoire, d'aller combattre la délinquance ordinaire, d'aller par exemple à la sortie du collège de Marc pour pouvoir s'assurer que tout se passe bien, d'aller à la sortie des écoles ou à la sortie des bus quand les enfants rentrent des lycées, pour s'assurer qu'évidemment, il n'y a pas trop de problèmes. Maintenant, nous avons pris, conseil municipal, la décision la fois dernière de créer cette police municipale. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord sur ça. Cette décision est la décision majoritaire du conseil municipal. Je vous propose, si vous n'êtes pas d'accord, de retenter votre chance aux élections dans 5 ans et demi, et dans ce cas-là, d'abroger cette police municipale si vous avez jugé qu'elle n'a pas été nécessaire. Ceci étant dit, je propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres explications. Monsieur Seyer. Si je puis me permettre, vous pouvez mettre un flic devant autant de personnes que vous voulez. On peut aussi dire policier, c'est peut-être un peu plus respectueux. Ouais, bon, vous savez, c'est le langage commun. Hein. Moi, je travaille dans une usine qui est à Calais, qui est assez concernée par le problème des migrants. Il y a des flics, mais je peux vous dire qu'il y en a. C'est hallucinant. C'est pas pour ça que ça change. C'est pas pour ça que ça change. On a des avis d'expulsion, personne ne fait rien. On est bien content qu'ils soient dans un endroit où personne ne les voit. La mère Bouchard, comme d'autres. Madame le sénateur-maire. Ouais, mais enfin. Non, mais à un moment donné, il faut avoir un minimum de respect. Si vous voulez que les gens vous respectent, monsieur Ségard. J'ai le droit de m'exprimer. Oui, mais vous avez aussi le droit d'un minimum poli avec les gens. Vous ne me donnerez pas de leçon, j'ai 50 ans. Oui, non, mais ça va bien. Vous parlez au maire de la commune de Marc, monsieur Ségard. Vous ne parlez pas à un copain. On sait tout. Non, je vous donne la parole, mais simplement, je vous demande de respecter les formes. Quand vous parlez de madame le sénateur-maire de Calais, madame Bouchard, vous évitez d'utiliser des propos à la limite de l'injure. Voilà. Mais si vous voulez continuer votre propos, je vous en prie, monsieur Ségard. Non, vous avez tous les droits. Je pense que le premier des droits est celui de la politesse, monsieur Ségard. Merci pour cette remarque fine, monsieur. Monsieur bien une information. Comment on va tourner ces 3 policiers municipaux là, parce que... C'est une très bonne remarque, monsieur le conseiller général. Nous allons faire des horaires volants pour éviter d'avoir des horaires de bureau, dont le but n'est pas qu'ils soient présents entre 9h et 17-18h, évidemment. Nous allons donc pas dévoiler en conseil municipal les horaires, surtout que ce sera au niveau des GS avec le brigadier que nous allons recruter, de fixer les horaires. Il y aura évidemment une patrouille. 6h, 23h, pas plus. Ce sera évidemment aussi dans le cadre de la réglementation, monsieur le conseiller général. Il n'est pas question de faire des brigades de nuit. De toute façon, vous savez, la délinquance qu'on voit actuelle et migratoire, elle n'a pas lieu entre 23h et 6h du matin. Elle a surtout lieu là, maintenant que le jour tombe assez tôt, vers ces horaires-là. Donc évidemment, ce seront surtout de la surveillance, de la vigilance et de la prévention, et qui feront à partir de circulation dans la ville, dans un véhicule clairement identifié, identifiable, et de la rapidité d'intervention sur site, le cas échéant. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur Bouchel. Donc, moi, 2 petites remarques. Je souhaiterais aussi avoir donc, le tableau des incivilités pour mon information personnelle et également mon équipe. C'est possible, monsieur le maire. Et deuxième remarque, comme je me suis abstenu pour la mise en place de la police municipale, pour être cohérent avec mes idées et moi-même, je ferai aussi abstention pour les indemnités.
Merci, monsieur Boucher, monsieur le conseiller général. Oula, vous pouvez appeler aussi conseil communautaire, ça ferait plaisir. Peut-être que vous avez des velléités, monsieur Boucher. Allez, blague à part. Passons au vote, s'il n'y a plus d'autres questions ou remarques. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc pour, évidemment, le tableau des inclusivités, soit vous demandez à monsieur le conseiller général, soit nous vous le transmettons. C'est comme vous voulez. Il y a des services administratifs. Il y a des services administratifs à la mairie, je pense que j'ai recours à ce système. On vous fera une photocopie. Merci. Passons au projet de délibération 4.3. Je suis sûr de les avoir, comme ça. Alors, mise en place de la prime de fonction et de résultat pour le régime indemnitaire. Le décret numéro 2008-1533 du 22 décembre 2008 instaure la prime de fonction et de résultat au sein de la fonction publique territoriale pour les agents de la catégorie A des grades d'administrateur, de directeur et d'attaché. Ce régime indemnitaire est amené à remplacer pour ces grades les indemnités de base actuellement en vigueur, ce qu'on appelle l'IAT, l'indemnité d'administration et de technicité, ou l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, ce qu'on appelle l'IEMP, et encore l'indemnité forfaitaire des travaux supplémentaires, l'IFTS. Cette prime se décompose en deux parts, une part basée sur la fonction, une part basée sur les résultats, et les montants maximum de chaque part sont fixés par arrêté ministériel, ainsi que le coefficient minimum et maximum de variation. Cette prime sera mise en place dès le 1er décembre 2014 pour les agents pouvant bénéficier en lieu et place des indemnités actuellement versées. Les attributions individuelles seront quant à elles fixées par arrêté. C'est un remplacement en fait, on s'adapte au décret qui avait été pris en 2008 pour l'adapter au cadre A. Puisque ça concerne les cadres. Des questions, des remarques? Monsieur Mouchel. Monsieur le maire, comment allez-vous répartir la prime de résultat assez subjectif et selon quels critères, s'il vous plaît? Bon, écoutez, je pense que c'est pas forcément en conseil municipal, ça dépendra de chaque personne. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, si le travail qu'il a effectué mérite d'être récompensé ou pas. Donc ce sera un jugement tout à fait objectif, quoi. Enfin, il n'y aura pas de discrimination par rapport à une famille, je vous rassure, monsieur Boucher. Et donc les coefficients de référence 1 à 6, donc ce sera vous qui va décider ça. J'ai bien compris. Non, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire un minimum maintenant, c'est de séparer le politique de l'administratif. C'est-à-dire que le politique, nous, on est là pour faire en sorte d'appliquer notre programme sur lequel on a été élu, qui sont les 120 propositions que vous regardez tous sur le livre de chevet, j'en suis convaincu. Je l'ai chez moi, monsieur le maire. Il manque la première, monsieur le maire. On n'a pas peur. Je vous la donnerai dès que j'aurai mon site web en ligne, monsieur le conseiller général. Mais je termine mon propos, madame l'adjointe, je vous remercie. Mais si vous voulez absolument connaître le patrimoine d'une personne de 26 ans qui a fini ses études à 24, voilà, il n'y a pas de problème, je peux vous le donner, ça ne cassera pas trop pattes un canard. Je peux vous le dire. Bon, ça me fait faire dire des bêtises, ces histoires. Donc où en étais-je? Maintenant, vous m'avez coupé. Par rapport aux commissions de référence, monsieur le maire. Oui, voilà. Voilà, donc tout ça pour dire qu'au final, le politique évite de régler les problèmes de l'administration et qu'il sera donc, ce sera donc au nouveau DGS, avec l'ensemble des responsables de service, de donner, de choisir pour les coefficients, pour les employés, les indicateurs. Voilà, tout simplement. Proposer et le maire valide. Mais en effet, monsieur le conseiller général, merci de me reprendre sur mes propos. Je vois que vous avez l'expérience. Madame l'adjointe, vous vouliez la parole? Oui, effectivement, je voulais la parole pour répondre à monsieur le conseiller général. Concernant la première proposition du maire qui était la publication du patrimoine, donc, puisque c'est un sujet qui est récurrent, notamment sur les publications qui passent dans les boîtes aux lettres du Parti socialiste, plutôt que de connaître le patrimoine d'un jeune maire qui effectivement a 27 ans, je pense que les Marcois seraient beaucoup plus intéressés pour connaître l'utilisation de votre propre patrimoine et de vos indemnités qui à l'époque n'étaient peut-être pas loin de combien on avait imaginé, des indemnités qui étaient quand même très conséquentes. Hein. Donc ne soyez quand même pas, demandez à vos amis socialistes d'être un petit peu moins déplacés dans les papiers qui sont distribués dans les boîtes aux lettres. Madame
D'abord, c'est pour moi qui a fait une proposition de dévoiler mon patrimoine. Mais deux, je vous rappelle quand même que comme je suis conseiller général, j'ai dû déposer mon patrimoine au moment de l'élection. Donc, mon patrimoine, je ne l'ai pas caché, j'ai déposé comme les statuts le prévoient, mon patrimoine, j'étais obligé et je l'ai fait, et puis il n'y a pas de souci. Non, mais monsieur... maintenant, mes indemnités, je ne pense pas que je les ai volées. J'ai jamais dit ça. Vous êtes indemnisé ici, vous êtes indemnisé à l'eau. J'ai jamais dit ça. Attendez... Monsieur Perron, je n'ai jamais attaqué sur... Je ne vous ai pas attaqué, non. Vous parlez de la première proposition. Comme je vous l'ai dit, monsieur le conseiller général, je suis en train de mettre à jour un site internet et il sera dedans quand il sera en ligne. Mais ne vous inquiétez pas. Vraiment, comme je vous l'ai dit, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Je ne suis pas inquiet, Non, parce que je sens quand même poindre cette sorte d'excitation, ce frémissement qui voudrait tout savoir, tout connaître. Tout sera présent en temps et en heure, monsieur le conseiller général. Je voudrais simplement savoir si vous habitez bien Marc. C'est ça que je voulais savoir. Alors, je pense que, étant donné, monsieur le conseiller général, que je suis présent chaque jour en mairie, sauf quand j'accompagne votre ami François Hollande au Canada. Vous pouvez donc demander au personnel de votre famille ou de vos amis qui sont dans la mairie et qui me voient quand même tous les jours, alors à moins que je prenne un jet privé, pourquoi pas, tiens, c'est pas bête. Mais en effet, je vous confirme que j'habite la ville de Marc, monsieur le conseiller général. Pardon ? Non, j'habite Marc. Non. 860 avenue de Calais, n'hésitez pas à passer me voir, je vous offre l'apéro. Quand on va sur l'annuaire téléphonique, vous habitez Paris et Calais. Écoutez, monsieur le conseiller général. Moi j'ai l'annuaire téléphonique chez moi. Écoutez, moi ça me fait penser à la citation de Francis Bacon. Francis Bacon, qui était donc un philosophe anglais, qui disait calomnier, il en restera toujours quelque chose. Je pense que vous êtes dans cette logique, monsieur le conseiller général, et je vous propose donc d'arrêter de rigoler 5 secondes sur ce point. Merci. Madame Branly, sur le point qui donne la parole, monsieur Bouchel, je suis désolé. Monsieur Perron, encore une fois, vous attaquez monsieur Dumont concernant son domicile, mais il me semble que votre fils n'habitait pas Marc non plus, et qu'il faisait partie du conseil municipal, et qu'en plus il touchait des indemnités. Mon fils a du bien à Marc, ça suffit. J'en doute. C'est bon? Mais rassurez-vous, monsieur, j'habite bien Marc. Hein, faut demander aux autres. Bon appétit. Avec grand plaisir. Vers le mois de mars, si vous voulez, ce sera pas mal. Allez, on attaque. Est-ce qu'on avait voté le 4.3? On n'a pas voté le 4.3, voilà. J'en perds la notion des choses. Oui. Et Radou Manus Est, comme on dit. Manus Est. C'est bon ça. Et persévérer de beaucoup Est. Exactement, madame la joie. Il y en a qui sont en train de retirer d'ailleurs, c'est pas mal. Bon, allez. Cette délibération 4.3 qui avait, je vous le rappelle quand même, parce que pour remettre les choses en place, le régime indemnitaire a mis en place de la prime de fonction et de résultat. Est-il des personnes qui désirent voter contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. 100.5 de l'urbanisme, avec un projet d'extension d'un élevage porcin de M. Christian Liane. Je vous informe du projet, et c'est pour un avis, je vous informe du projet de M. Christian Liane, d'étendre son exploitation d'élevage porcin situé chemin Bonailly à Marc. Alors, comme j'habite Marc, monsieur le conseiller général, je peux vous dire où est le chemin Bonailly, parce que bon, lui, on ne va pas tous savoir. C'est à côté de la rue du Bandic. C'est aux basses communes. Je suis persuadé que vous perdez en Marc. Je suis persuadé que vous ne connaissez pas les limites de Marc. Ah, ça dépend si on y va en courant. Si on est en courant, je sais pas. Bon, allez. Je suis persuadé que bon, s'il vous plaît, le public, je vous demande de ne pas... Je suis persuadé que vous ne connaissez pas les limites de Marc. Ah bon. Je vous remercie, monsieur le conseiller général. Hein?
On ira boire un coup aux 3 communes, hein, ce sera bien. C'est pour ça que je vous le dis, monsieur le conseiller général. Merci de relever mes traits d'esprit, ça me fait plaisir. Allez, donc, tout ça pour dire qu'il y a un élevage porcin de monsieur Liane, qui est situé chemin Bonneilly. Alors, pour information, ce projet est soumis à consultation en mairie depuis le 27 octobre dernier jusqu'au 27 novembre prochain, inclus. Souvenir donc le consulter. Le projet vise à augmenter l'élevage de porcs de plus de 30 kg avec un objectif de 5400 porcs par an contre 4200 actuellement, avec une évolution vers un type d'élevage naisseur-engraisseur total, c'est-à-dire engraissement total des animaux produits sur le site. Actuellement, c'est un élevage porcin naisseur-engraisseur partiel. N'allez pas me demander de différents aspects. Concernant l'impact sur la faune et la flore, il n'y aura pas de destruction de milieux écologiques, d'espèces vivantes ou d'espèces végétales, car les surfaces impactées sont des terres labourables. Dans la mesure où il s'agit de l'extension d'un élevage déjà existant, les nuisances supplémentaires créées seront donc limitées. En outre, l'agrandissement sur le site actuel permet d'économiser les terres arables et de limiter l'artificialisation de nouvelles surfaces agricoles qui ne concernera que le nouveau bâtiment d'engraissement de 1182 m². Par conséquent, je vous propose de mettre un avis favorable sur ce projet d'extension. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui. Qu'est-ce qui me gêne, monsieur le maire, c'est qu'il y a une remarque jusqu'au 27 novembre 2014 inclus et que ce soir on aura eu un avis favorable, alors que les gens peuvent mettre des remarques défavorables jusqu'au 27 novembre. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut quand même donner un avis favorable, même si le conseil y met, après les habitants les mettent également. Donc ça empêche, ok, ça marche. Voilà. Il n'y a pas de nuisance. Bah, c'est en pleine campagne. Hein. Comme on va faire une figurée avec M. Perron, au chou Bonneilly, je vous propose de venir avec nous. Hein. Voilà. On visitera les vaches porcins. On pourra même adopter un petit porcelet. Bon. Allez. Blague. Y a-t-il des questions ou des remarques encore sur ce point? Pas de questions, pas de remarques. Proposons de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Son projet 5.2. La désignation d'un représentant de la commune pour la signature des actes passés en la forme administrative. Lorsque l'acte de vente conclu entre une collectivité territoriale et un tiers revêt la forme administrative, celui-ci est reçu et authentifié en vue de sa publication à la conservation des hypothèques par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'établissement public. Or, en exerçant cette mission notariale, cette personne doit conserver une neutralité qu'il ne peut pas avoir en sa qualité d'organe exécutif de la collectivité ou de l'organe exécutif qu'il préside. En effet, il est amené à la fois à signer et à authentifier l'acte, c'est-à-dire c'est comme avec le trésorier, hein, l'ordonnateur et le payeur est différent. C'est pourquoi, en vertu des dispositions de l'article L1311-13 du CGCT, le législateur a précisé que dans une telle situation, la personne chargée de représenter la collectivité lors de la signature de l'acte de vente doit être un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de nomination. Ainsi, je vous propose de désigner M. Raymond Lefebvre, premier adjoint, pour signer les actes de vente passés en la forme administrative. Questions ou remarques? Je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 5.3 concerne la vente de terrain allée des Fauvettes et un accord de principe définition des modalités. Je vous informe qu'un riverain qui demeure allée des Fauvettes souhaite acquérir 250 m² de l'espace vert voisin afin d'agrandir son terrain. Dans la mesure où le maintien de cet espace dans le domaine communal n'est pas indispensable, je vous propose d'accepter cette demande sur la base de 40 € le m², conformément à l'estimation établie par le service des domaines, et de m'autoriser à signer tous les actes et documents inhérents à cette opération. Les frais de géomètre et de rédaction de l'acte de vente sont entièrement à la charge de l'acquéreur. C'est un dossier qui était présent depuis 2012 dans mes mémoires. Je pense que monsieur Général, vous avez dû entendre parler à la fin de l'année 2012 et au long de l'année 2013. Donc nous aboutissons à cette vente. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Pas de questions ou remarques? Je vous remercie. Passons donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On va passer au point 5.4 et l'objectif triennal 2014-2016 et l'engagement du conseil municipal. En vue de répondre aux objectifs de solidarité en matière d'habitat, l'article 55 de la loi SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, prévoit un dispositif obligeant les communes de moins 3500 habitants à disposer d'au moins 25% de logements sociaux
dès lors qu'elles appartiennent à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Vous avez tous vu le point. Ce taux est fixé à 20% pour toutes les communes, dont Marc, qui appartiennent à une agglomération ou à un EPCI, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à lever des personnes aux revenus modestes et à des personnes défavorisées. Les communes n'atteignant pas le seuil requis doivent s'engager dans un plan de rattrapage pour tendre vers cet objectif. L'année 2014 marque le début de la 5e période triennale. Aussi, en application de l'article L302-8 du Code de la construction de l'habitation, le Conseil municipal doit délibérer sur un engagement de construction de logements locatifs sociaux pour les années 2014, 2015 et 2016. La commune de Marc, ayant un manque de 284 logements, au regard du décompte arrêté au 1er janvier 2013, soit le dernier décompte officiel, l'objectif pour cette période ne peut être inférieur à 71 logements. Par conséquent, je vous demande l'engagement de faire aboutir la construction d'au moins 71 logements locatifs sociaux sur la période triennale 2014-2016. En outre, l'article L302-8 précité prévoit que le nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier pour la période triennale 2014-2016 ne puisse être inférieur à 30% de la totalité des logements commencés au cours de cette même période triennale. Je traduis. Ça signifie que pour 100 logements tout type réalisés, au minimum 30 logements doivent être des logements sociaux. C'est clair pour tout le monde comme ça. Pour la précédente période triennale 2011-2013, les logements locatifs sociaux ont représenté 29,6% de l'ensemble des logements mis en chantier sur le territoire de la commune, donc sur un total de 164 logements construits. Pour votre complète information, je me suis rendu à la direction départementale des territoires et de la mer, ce qu'on appelle la DDTM dans le jargon, à Arras, le 14 octobre dernier, afin de défendre le précédent bilan triennal de la commune et expliquer pourquoi nous sommes très loin d'avoir atteint notre objectif de 42 logements sur une période s'étalant sur la précédente mandature et qui donc n'est pas de notre fait. Lors de cette réunion, j'ai rappelé la volonté de la commune de tout mettre en œuvre pour répondre à ses obligations légales et j'ai rappelé le contexte très difficile ainsi que le retard des bailleurs sociaux pour les demandes de financement des projets déjà programmés, dont les fameux 48 logements qu'on a construits ou les cyprès. Je pense pouvoir dire que les services de l'État ont été attentifs à nos arguments et j'espère que nous ne serons pas trop pénalisés. On attend encore la réponse du préfet sur ce point. Pour l'année 2014, je vous rappelle que les pénalités s'élevaient à 32 000 €. Nous risquons un constat de carence qui entraînerait une multiplication de pénalités par 2 au minimum et par 5 au maximum. Je vous rappelle que le fait de minimiser, lors du dernier conseil municipal, le prix du terrain pour le projet des cyprès d'un peu plus de 150 000 € nous permet de déduire cette somme de futures pénalités durant un maximum de 4 années. Voilà, j'ai fini mon laïus sur ce point. C'est une question ou des remarques? Je propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est au point 5.5, toujours en urbanisme, et la modification simplifiée du PLU. Je vous informe qu'il serait souhaitable de recourir à une procédure de modification simplifiée du PLU. En effet, afin de répondre à la demande de nombreux habitants, il convient tout d'abord d'autoriser que les clôtures en limite séparative, c'est-à-dire entre voisins, soient constituées par un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie, éventuellement complété par une haie vive. Or, jusqu'à maintenant, les clôtures devaient être obligatoirement constituées par une haie vive, ce qui pose notamment des problèmes d'entretien pour les personnes âgées. Ensuite, il convient d'apporter certaines précisions à l'article 3 des zones urbaines à forte densité, ce qu'on appelle les UC, et moyenne densité, les UD, concernant la largeur minimale des voies nouvelles. En effet, des modifications ont été apportées afin de faire aboutir le projet de 48 logements locatifs sociaux rue des Cyprès. Par le passé, les voies à sens unique et à double sens devaient faire sans distinction 8 mètres de large minimum. Dorénavant, il ne conviendra pas de distinguer les voies à double sens qui seront à 8 mètres et les voies à sens unique pour lesquelles une largeur de 4 mètres suffit. Enfin, il convient de mettre à jour le règlement du PLU en supprimant la notion de coefficient d'occupation des sols, qu'on appelle le COS, qui a elle-même été supprimée par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la fameuse loi Allure du 24 mars 2014. Pour rappel, le coefficient d'occupation des sols permettait d'apprécier le nombre de mètres carrés de surface constructible susceptibles d'être édifiés par rapport à la superficie d'une parcelle,
Par exemple, pour une parcelle de 1000 m² et un COS de 0,4, il n'était pas possible d'édifier une construction de plus de 400 m². Afin de ne pas favoriser l'étalement urbain, cette notion a été supprimée avec effet immédiat par la loi précitée. Il s'agit donc de clarifier les choses pour les pétitionnaires en supprimant cette notion de règlement écrit. Ce projet de modification simplifiée sera notifié aux personnes publiques associées et mis à la disposition du public en mairie pendant une durée d'au moins 1 mois afin de recevoir ses observations. À l'issue de cette consultation, qui devra intervenir dans la seconde moitié du mois de décembre, vous en présenterez le bilan et le projet de modification de ces points présentés aux habitants devra être approuvé au premier conseil municipal de la nouvelle année 2015. J'ai fini mon correctilalus. Des questions ou des remarques sur ce point? Merci, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il pourra donc y avoir maintenant des grillages séparatifs entre personnes et non plus simplement des haies. C'est facile, pas assez grave, voire d'achat. Nous arrivons à la fin de notre ordre du jour. Comme habituellement, je vous fais quelques communications diverses. La première est d'importance. Elle concerne un débat que je souhaiterais ouvrir avec vous sur les actes d'occupation des sols. Vous le savez, la commune de Marcq dépasse maintenant 10 000 habitants officiellement au 1er janvier 2015 et la DDTM qui instruisait les permis de construire jusqu'alors ne va plus le faire pour les villes de plus de 10 000 habitants. C'est donc un choix que nous devons faire de savoir qui va instruire nos dossiers de permis de construire et nos autres actes d'occupation des sols par la même occasion. Pour votre parfaite information, également, la loi stipule maintenant depuis quelques mois que l'ensemble des communes qui appartiennent à des EPCI ne peuvent plus être instruits au niveau de leur dossier par la DDTM également. Donc, sur le territoire de Cap-Calaisis, sur les 5 villes, la ville de Coquelles et la ville de Calais instruisaient déjà elles-mêmes leur permis de construire, et nous, on va prendre une décision au 1er janvier 2015, date à laquelle nous allons passer 10 000 habitants, alors que les autres communes, qui n'ont pas d'instruction et qui sont encore avec la DDTM, doivent prendre une décision au 1er juillet 2015, comme pour l'ensemble des communes. Nous, on va prendre en avance 6 mois auparavant, parce que nous passons 10 000 habitants. Donc d'ici là, on a 2 questions et 2 étages de questions qui se posent. La première est de savoir s'il vaut mieux les traiter en interne ou en externe. Donc soit on traite nous-mêmes, mairie de Marcq, les dossiers d'actes d'occupation des sols, dont les permis de construire, ou soit on passe par un prestataire extérieur, comme là c'est le cas avec la DDTM. Pour votre également parfaite information, la DDTM de Boulogne nous a communiqué que la ville de Marcq représentait environ 0,5 équivalent temps plein en termes d'instruction des actes d'occupation des sols. Je penche très favorablement pour une instruction externe, dans la mesure où je considère qu'il est plus sain que l'organisme qui instruit et qui délivre in fine les actes ne soit pas la même. C'est-à-dire qu'on ne soit pas la mairie de Marcq ou le maire de Marcq. Voilà, je soumets cette question à vos commentaires si vous en avez. De toute façon, on prendra une vraie délibération au prochain conseil municipal qui doit être mi-décembre, je pense, avant les fêtes de Noël, où régnera un esprit de concorde et d'amour, etc. Question. Monsieur le conseiller général. Oui, de toute façon, on savait que ça allait arriver. Moi, ce que je peux savoir, c'est qu'en mairie de Marcq, même si on instruisait officiellement les permis de construire, le gros boulot était fait quand même à la mairie. De l'instruction, sauf les permis spécifiques, c'est compliqué, là je peux en comprendre, mais le plus gros du travail était déjà fait avant d'arriver à la DDTM. Donc pour moi, je pense que le personnel de l'urbanisme de la commune de Marcq peut très bien gérer ce problème. Alors, je vous mets également les aspects financiers. Les services de l'urbanisme, les 2 personnes qui sont affectées à l'urbanisme, m'ont confirmé qu'ils ne pouvaient pas instruire actuellement les permis, pour plusieurs raisons. Faute de temps, parce qu'évidemment plus de population dit plus de personnes qui passent dans les bureaux et donc qu'il faut recevoir. Donc 0,5 ETP, ça veut dire qu'on prend une des 2 personnes et pendant
disons, toute une demi-journée, enfin, chaque jour de la semaine pendant une demi-journée, ils ne reçoivent personne, ils ne font que de l'instruction. Et sachant que l'urbanisme est déjà à la limite de déborder, la seule solution, ce serait d'embaucher. Sauf que embaucher une personne pour un 0,5 ETP, pour un temps partiel, ça ne permet pas d'avoir la crème de la crème, le haut du panier. Parce que, évidemment, comme toutes les communes doivent récupérer l'instruction ou déléguer leur instruction, les communes qui ont besoin d'un équivalent temps plein en entier, évidemment, prendront ceux qui ont le plus de compétences. C'est parfaitement logique. C'est pour ça que je pense, d'autant plus qu'il y a des coûts inhérents à l'instruction, qui sont l'achat de logiciels, l'achat d'un ordinateur et de programmes qui sont capables d'assumer l'ensemble de ces instructions, et qu'actuellement, on n'a pas en mairie. Le logiciel, c'est 6 000 €, pour vous donner un coût. Hein, c'est du logiciel vraiment très très lourd. Et les machines qu'on a actuellement en mairie ne permettent pas de suivre, et je ne parle pas en plus des add-ons qu'on doit rajouter derrière chaque année. C'est pour ça que je penchais pour l'externalisation, pour rester comme on fait actuellement. Hein. Actuellement, c'est la BDTM. Maintenant, j'ai demandé aux 2 organismes qui sont capables de récupérer cette instruction, qui sont la ville de Calais et Cap-Calaisie, sachant que la ville de Calais a déjà un service et le Cap-Calaisie n'en a pas. Hein, donc ce serait quand même beaucoup plus fluide avec la ville de Calais, mais c'est un débat qu'on aura la fois prochaine. J'ai donc sollicité ces 2 organismes pour qu'on puisse avoir une facturation à l'acte, selon le type d'acte, et non pas un forfait. Donc j'attends les réponses pour vous apporter les compléments la fois prochaine, mais dans une mesure d'économie et d'efficacité, sinon on devrait former quelqu'un en interne, il faut être très clair, et racheter le matériel, il vaut mieux, a priori, de mon point de vue, externaliser sur un des 2 organismes, on prendra la décision la fois prochaine duquel. Voilà, je tenais simplement à vous communiquer cette information, comme c'est un débat qui est quand même assez lourd, pour que vous ayez bien le temps de maturer tout ça, et qu'on puisse avoir une explication saine et intéressante la fois prochaine. Voilà. Pas de questions sur ce point, tout va bien. Pas de communication. Nous avons trouvé un accord avec les groupes minoritaires et les groupes minoritaires entre eux sur les permanences des élus d'opposition. Donc je tenais à le communiquer à la population. On fera également une communication sur Facebook et le site internet pour que tout le monde se mette au courant. Monsieur Bouchel, le groupe de Monsieur Bouchel, tiendront une permanence le premier jeudi de chaque mois de 16h30 à 18h30. Premier jeudi. Premier jeudi de chaque mois. Et le groupe de Monsieur Perron, les 2e et 4e jeudi de chaque mois, 16h30 à 18h30. Voilà. Pour essayer de vous en ajuster, on ajustera, mais pour un début, on va commencer comme ça. Donc vous aurez, tout le monde sera parfaitement au courant, le bureau en face du CCAS, et on va, on a déjà vu, pour vous créer des sessions informatiques avec repas que vous définirez vous-même, si vous voulez stocker vos documents, etc. Voilà. Vous pourrez également utiliser les photocopieuses et les imprimantes de la mairie. Si vous en avez besoin, vous avez peur des fuites. Ma photographie, on met les caméras de sécurité, monsieur le conseiller général, pour me surveiller un peu. Ne blaguez pas, vous savez, hein. Je vais demander à la police municipale. Pour les rendez-vous, ça marche comment ça je vous propose de prendre vos rendez-vous dans ces créneaux. D'accord, ça marche. Je démarre demain, je vais un petit courrier des gens qui démarrent demain. Et bien vous démarrez demain, allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui veulent prendre l'apéro chez monsieur il n'y a pas de frigo. C'est pas grave, je vous donnerai les bouteilles de whisky qu'il y avait dans le bureau que j'ai récupéré, donc je ne bois pas d'alcool. Vous pourrez les réutiliser. Allez. Passons au prochain. J'ai le whisky, mais j'ai pas de télé. Vous n'avez pas encore eu. Ça manquait. Ça manquait. Allez. Tout le monde a pris son sérieux, on continue. Donc merci également aux personnes présentes hier à la cérémonie du 14 du 18 novembre, pardon, du 11 novembre, qui commémore la fin de la guerre 14-18, excusez-moi. Il y avait vraiment beaucoup de monde, et c'est toujours très agréable de voir que ces instants mémoriels permettent d'avoir des jeunes, des moins jeunes, des parents, des enfants, des grands-parents,
qui sont là pour transmettre la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. C'était très émouvant. Je tiens également donc, à vous rappeler qu'on a une exposition au foyer d'Âge d'Or qui a commencé et qui a été inaugurée après la cérémonie du 11 novembre et qui se tient jusque dimanche, tous les jours de 15h à 19h. J'en profite pour remercier les bénévoles qui tiennent pour le côté des fêtes. Les permanences permettent d'accueillir les Marquois, également les professeurs des différentes écoles maternelles et collèges, primaires, primaires et collèges qui font visiter cette exposition, et surtout les Marquois et non-Marquois qui ont prêté des objets, ce qui fait que pour ceux qui ont pu la visiter, on a quand même une exposition assez dense, assez riche, et surtout à coût quasi zéro, hormis la fabrication des panneaux pour informer sur ce qu'était la guerre, ce qui est plutôt un bon point pour notre commune et qui montre qu'on peut faire des choses intéressantes avec la bonne volonté. Voilà. Également, vous êtes invités à l'exposition, l'inauguration de l'exposition d'Alain Beauvois vers le phare de Wald le 22 novembre à 11h. Madame Delcroix, j'arrive au point qui concerne votre honorée pour lequel vous avez pris la parole tout à l'heure, qui concerne le départ de notre responsable des services techniques. Le 6 octobre dernier, j'ai reçu un courrier de la ville de Saint-Paul m'indiquant qu'il souhaitait recruter M. Delcroix en tant que responsable, directeur des services techniques, je pense, vu que c'est une commune de plus de 10 000 habitants. Le 8 octobre, M. Delcroix me fait parvenir son courrier de demande de mutation, et le 9 octobre, la ville de Marcq lui a accordé sa mutation avec effet au 17 novembre 2014. Nous avons publié une annonce pour recruter un responsable des services techniques qui passera directeur au 1er janvier quand la commune aura passé le cap des 10 000 habitants, puisque évidemment, on ne peut pas avoir de directeur à moins de 10 000 habitants. Voilà. Je vais parler des chiffres de la délinquance, mais vous en avez parlé avant, monsieur le conseiller général. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pas de questions diverses de l'opposition, qui vous ont été transmises auparavant. Je vais encore vous parler 5 secondes parce qu'on garde le meilleur pour la fin, le plus fastidieux. Selon l'article L2122.22 du CGCT, je vais vous faire part des régies, création, modification et fixation des tarifs. La régie de recette de la MNE, fixation du tarif de l'animation de caution est de 2 € par personne. La régie de recette de la MNE pour la modification des tarifs balades en calèche, mise en place de 2 trajets, un trajet de moins de 30 minutes fixé à 2 € par personne, et chaque adulte payant peut être accompagné gratuitement d'un enfant de moins de 10 ans, et un trajet de plus de 30 minutes fixé à 5 € par personne, et chaque adulte payant peut être accompagné gratuitement d'un enfant de moins de 10 ans. La régie de recette périscolaire, le regroupement des activités périscolaires, fixation des modalités pour recouvrement et suppression des tickets, création d'une régie de recette périscolaire avec la nomination du régisseur et du mandataire, la régie de recette jeunesse, regroupement des activités extrascolaires, fixation des modalités de recouvrement et suppression des tickets, régie de recette jeunesse, nomination du régisseur et du mandataire, régie d'accueil CLSH, suppression du régisseur, et régie de recette jeunesse, fixation des tarifs du séjour à la neige. Si une notification ATL, 55 €. Si le quotient est inférieur à 760 €, ce sera 315 €. S'il est compris ce quotient entre 761 et 900 €, 325 €. Si le quotient est supérieur à 900 €, 355 €. Et enfin, la régie de recette de la MNE, fixation des tarifs des animations de novembre et décembre en 2014, éclairé volontaire, ce sera 2 € par lanterne, et les pavés de Saint-Nicolas, 2 € par personne. Concernant les marchés publics et procédures adaptées, les travaux d'entretien et de réfection de voirie, les marchés à bon de commande pour la fourniture et le transport de matériaux, le lot 4, transport et fourniture matériaux, graves, gravillons, sable, calcaire, gravier, est accordé à FHTP pour un montant total du marché de 30 000 € hors taxe. Le lot 5, transport et fourniture matériaux divers, terre végétale, salauds de rivière, sable, est accordé à Nive pour un montant total du marché de 20 000 € hors taxe. La surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements d'accueil collectif des enfants de moins de 6 ans, on a annulé le dossier puisque le législateur, dans sa grande sagesse, a reporté le contrôle obligatoire à 2018. La mission d'assistance pour le suivi et le contrôle du contrat de chauffage, suivi technique, apport de conseil à l'installation de chauffage sur la durée restante du contrat de chauffage, à savoir 3 ans, les années 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017. Contrôle des factures de chauffage, analyse et devis des travaux effectués, assistance maître d'œuvre pour la mise en place de beau marché en 2017. Pour Exa Ingénierie à 11 500 € hors taxe.
La refonte du site internet de la ville avec l'analyse, la conception, la formation, l'hébergement et la maintenance sur 3 ans avec la société Comme6 Interactive pour 15 000 € hors taxe. La location de l'écran géant pour la retransmission en direct de la finale de la Coupe du Monde 2014 avec Spencer pour 8 993,88 € hors taxe. Enfin, je vous informe qu'un emprunt, un nouveau contrat a été effectué, on a pu en parler tout à l'heure, avec un prêt de 270 000 € contracté auprès de la Caisse d'épargne selon les conditions suivantes. La durée c'est 15 ans, le taux d'intérêt fixe 2,67 €. La périodicité des échéances est trimestrielle, le type d'échéance est constant, le mode d'amortissement du capital est progressif et la durée de la période de préfinancement est de 9 mois. Cet emprunt a été souscrit pour bloquer les conditions très intéressantes de ce prêt. Le versement des fonds n'interviendra simplement en fonction des besoins et doit intervenir plus tard, en juin 2015. On prépare l'avenir en tant que les taux sont attractifs. Voilà. Ceci clôt notre conseil municipal. Monsieur le conseiller. J'avais une question sur l'emprunt, parce que je vois qu'on bloque l'emprunt jusque l'année prochaine. Vous dites les frais, il y a des frais à payer quand même quand on bloque cet emprunt. Monsieur le Premier adjoint. C'est une question, c'est pas. Je pense qu'il doit y avoir une commission d'engagement, mais à vérifier. Enfin, on va vous apporter la réponse précise. Mais il n'y a pas de frais. Non, parce que, donc, dans la mesure où on ne développe pas, il n'y a pas de frais. Non, parce que dans la mesure où les frais sont très bas, ça sera malin de payer des frais plus importants que les frais. Il n'y a pas de frais. Voilà, tout va bien. Merci à tous de votre présence ce soir. Prochain conseil municipal.